Bonjour, merci d'être là. Je sais que c'est un événement qui coïncide avec nos bilans, avec voilà, des événements qui rendent difficile l'organisation de nos emplois du temps. Donc nous sommes dans un comité restreint pour accueillir Charles Cosneau qui vient donc nous parler aujourd'hui de permaculture dans un moment très délicat de transformation sociétale et environnementale. L'école fait preuve d'une attention à des sujets qui nous tiennent à cœur. La culture doit nous alerter sur ces changements et l'artiste aujourd'hui regarde ces changements avec une attention capable aussi de transformer nos sociétés, de transformer nos lieux. Eh bien, ce mot, le lieu, est peut-être un mot-clé à retenir pour ce qui est aujourd'hui l'art contemporain, pour ce qui devient l'avenir de nous tous, non seulement de ce qui est l'art ou l'artiste. Et c'est pour ces raisons précieuses que je lui laisse la parole et je vous laisse profiter de sa conférence. Merci d'être là. Merci beaucoup. Ça va, vous m'entendez bien ? Ok. Merci d'être venu. Donc aujourd'hui, on va parler effectivement de permaculture. Je vais me présenter juste très rapidement pour que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire. Donc je m'appelle Charles. J'habite dans le Lot, dans le nord du Lot. On a acheté une ferme de manière collective, une petite ferme, où on essaie juste de vivre simplement. Voilà. J'accompagne. Donc mon métier, c'est d'accompagner des gens, soit des particuliers, soit des agriculteurs, soit des collectifs, dans l'aménagement de leur lieu de vie, de leur parcelle agricole ou des fois de leur domaine. Il y a aussi des gens avec beaucoup de terrain qui font appel à moi. Donc on essaye d'aménager les parcelles en fonction de la méthode de la permaculture dont on va parler un peu aujourd'hui. Et moi je suis arrivé dans ce milieu-là de la permaculture il y a une vingtaine d'années où j'étais dans une communauté du sud du Portugal où on a commencé à me parler de ça, de permaculture, tout ça. Alors moi j'avais 20 ans, j'étais pas tellement dans ce milieu-là, j'ai pas tout saisi, mais ça a semé une petite graine. Et puis plus tard, après mes études, j'ai fait des études de langue, je suis parti voyager et je me suis retrouvé dans diverses situations qui m'ont ramené à ce côté de la permaculture, notamment un éco-village en Colombie où j'ai passé pas mal de temps. Ensuite, une expérience avec le peuple Kuna du Panama, c'est les îles San Blas entre le Panama et la Colombie, où pour la première fois j'ai expérimenté, et vous allez voir que c'est assez important en fait dans l'approche permaculturelle, et l'approche, je pense qu'on devrait avoir du monde pour les décennies à venir, enfin pour l'avenir tout simplement. Pour la première fois j'ai expérimenté ce que c'était que d'être en lien avec la nature par obligation. C'est-à-dire que ces gens-là vivent sur des îles qui se trouvent, moi l'île où j'étais, il y avait peut-être 300 habitants sur une île qui fait 900 mètres de long sur 300 mètres de large, densité assez élevée. Et en fait on cultive dans la forêt du Darien, qui est à 1 km et demi de l'île, où rien ne pousse puisque ça n'est que du sable et des cocotiers. Et pour la première fois j'ai compris que ces gens-là, ils avaient un profond respect pour la nature parce qu'ils en dépendaient complètement. Quand il fait mauvais, on ne peut pas les pêcher, on ne peut pas aller sur la terre pour cultiver, donc on se retrouve à manger la yucca ou le manioc qu'on a gardé dans le sable, et pas grand-chose de plus. Et de la même manière, s'ils coupent tous leurs arbres, s'ils commencent à agir comme nous, on agit, c'est-à-dire de manière inconsidérée pour notre environnement, l'année prochaine, il y en a qui n'auront pas à manger. Donc cette relation à la nature par contingence, moi, m'a fait vachement réfléchir. Elle m'a ouvert les yeux et j'ai compris aussi d'où venait le respect de ces peuples-là. En tous les cas, j'ai eu d'autres expériences en Amazonie colombienne, mais j'ai moins intense, moins proche des gens. Et voilà, donc le respect de la nature, parce qu'on va quand même parler de ça dans la permaculture, une notion d'éthique, de respecter la nature, l'environnement. Et je crois qu'on peut accéder à ce respect par différentes manières. Donc, à mon sens, la première manière, c'était ça. Par contingence, par obligation. On dépend intégralement de notre environnement. Je pense qu'avant, il y avait beaucoup, dans d'autres peuples, les croyances aussi, c'est-à-dire on ne comprend pas comment ça fonctionne, donc on en a peur, donc on respecte. Et je pense que nous, on est passé dans nos sociétés bien au-delà de ça.
La science est arrivée, a commencé à poser des explications ou des ébauches d'explications des phénomènes, et donc on est sorti peu à peu de la croyance. La contingence, j'espère bien, ou l'obligation, j'espère bien que vous avez conscience qu'on n'en est plus... on a l'impression qu'on est déconnecté de la nature. Pourquoi ? Ben parce qu'on n'en a plus besoin. Moi-même, j'ai un potager, un verger, etc. Si ça ne pousse pas demain, il n'y a aucun problème. Je vais au magasin bio, j'achète mes légumes, je vais voir le maraîcher, il n'y a pas de problème. Pourquoi ce lien s'est cassé ? Ben parce qu'on a de l'énergie pas chère, facile, et elle n'est pas gratuite, hein, mais l'énergie est disponible. Donc on peut faire venir, on peut faire transiter les biens et les services que nous, on n'aura pas à faire. Donc je pense que maintenant, pour moi, l'approche que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui de la permaculture et de ce respect de notre environnement, moi j'y accède du coup je trouve que c'est la voie par laquelle on peut y réaccéder par la connaissance du fonctionnement des mécanismes. Donc si on comprend comment ça marche et comment ça fonctionne, et qu'on comprend dans quelle mesure on a besoin de ça et comment on est vraiment réellement dépendant de cet écosystème, peut-être ça nous redonne envie de le protéger, en tous les cas de le redynamiser, parce que vous allez voir que le rôle de l'homme, il n'est pas de laisser faire complètement. Il y a des endroits où il va falloir laisser faire et ça sera primordial. Mais il y a aussi, dans l'idée de la permaculture, ça peut être assez interventionniste comme manière de faire. Je digresse un petit peu, vous allez voir, des fois je pars un peu dans tous les sens, j'espère que ce sera clair à la fin. Donc ça, c'était pour cette expérience-là. Puis j'ai vécu d'autres expériences au Canada, chez des gens qui avaient besoin d'être reliés à la nature et reliés entre eux pour survivre dans des conditions difficiles, puisqu'ils étaient assez isolés du reste du monde, 6 mois par an. Voilà, quand il fait froid et qu'il y a de la neige et que les routes sont coupées, il faut bien s'organiser. Donc toutes ces expériences m'ont mené moi, avoir mes propres réflexions, à m'intéresser à la permaculture, qui est en fait une formidable boîte à outils pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Et c'est aussi une autre paire de lunettes. Et c'est ça que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui, c'est de vous donner une autre manière de regarder ce qui nous entoure. Et peut-être d'essayer de changer de paradigme, puisque je pense que vous êtes quand même conscient, si vous êtes là en plus, qu'il y a quand même pas mal de problèmes aujourd'hui qui se posent et qui vont se poser et qui continueront de se poser si on ne change pas. Donc il y a des choses, il faudra qu'on décale notre regard et notre manière de faire, et je vais essayer de vous apporter quelques éléments là-dessus. Comme vous n'êtes pas nombreux, peut-être on va interagir un peu plus que si vous étiez plein. On va essayer quand même de définir ce que c'est que la permaculture, et je serais curieux de savoir pour vous c'est quoi la permaculture. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi on parle de permaculture dans une école d'art? Ce que je trouve très bien, je vous remercie du geste et de l'engagement. En tout cas c'est un début de quelque chose, et donc il faut en profiter. C'est quoi pour vous la permaculture? Est-ce qu'il y en a qui veulent exprimer un petit peu, en criant un peu pour que je vous entende et tout ça, mais est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer là-dessus? Il faudrait prendre le micro pour que je puisse enregistrer. Ok. Ça marche comme ça? Oui, voilà. Ah, mais il y a un micro déjà. Bonjour. Moi, je trouve ça chouette qu'on ait une conférence sur la permaculture parce que c'est un mot, j'ai l'impression, qui est utilisé partout. Et je sais pas vraiment ce que c'est, mais pour moi, c'est créer un autre écosystème, enfin recréer un écosystème où, par exemple, on plante les haricots avec le maïs pour qu'il y ait de l'ombre, pour que ça puisse pousser dans les conditions les meilleures et ensemble pour faire de la bonne nourriture. Ok, donc ça c'est une partie de ce que peut être la permaculture. En tout cas, ça va rentrer dans le cadre. Ce ne sera pas exactement ça. Et c'est bien que tu dis ça, c'est vrai qu'on en parle un peu partout, à toutes les sauces, tout ça. Il y a d'ailleurs des choses, moi, que je vais vous présenter en un claquement de doigts sur la permaculture, parce que c'est des choses tellement génériques que vous trouverez sur Internet au premier clic, que moi je ne suis pas là pour vous apporter ça, je suis là pour vous apporter autre chose, ma vision, une vision peut-être un peu plus spécifique, on va dire. Mais effectivement, on va essayer de la définir, parce qu'on en entend parler à toutes les sauces. Et on verra bien que c'est pas que de planter, parce qu'un écosystème de haricots, de maïs et tout ça, c'est un écosystème pour nous les hommes, et qui sommes tous assez pauvres. Donc on fera un peu ce que tu as dit,
Mais on va élargir la vision, justement pour que... c'est ça que je pense que la permaculture a besoin de ça aujourd'hui, que les gens comprennent que c'est une vision beaucoup plus large, mais parce qu'elle est large, des fois les gens s'y sentent perdus. Donc moi je vais essayer de focaliser quand même et de donner une trame à suivre pour pas s'y perdre. Mais c'est ce que tu as dit, ça rentre bien dedans. C'est comme avec les arbres qui font tomber des fruits et que les poules peuvent manger les fruits des arbres et que ça fait de l'engrais pour... Donc on va essayer de recréer des cycles. Voilà. Ça va être important dans le processus. Je ne sais pas jusqu'où on ira dans la conférence. Je ne sais pas combien de temps on a exactement, etc. En tout cas, gardez en tête qu'il va falloir boucler les cycles, parce que si on en est là aujourd'hui dans la situation écologique actuelle, c'est qu'on ne boucle plus certains cycles. Donc, ou alors on casse, ou alors on accélère des cycles. Donc le cycle du carbone, on est en catastrophe à force de décarboner. On enlève des énergies fossiles du sous-sol qui sont simplement issues de la photosynthèse d'il y a des millions d'années. Et dans le même temps, on enlève tous les arbres, on déforeste et on coupe les haies. Donc on ne stocke plus de carbone. C'est-à-dire que l'énergie solaire arrive sur Terre sans se faire capter par des plantes, ou de moins en moins en tous les cas, et dans le même temps on déstocke tout ce qui a été stocké pendant des millions d'années. Je pense qu'on doit déstocker du sol l'équivalent d'1 million d'années de photosynthèse tous les ans via les énergies fossiles. C'est comme si on est en train de dilapider une énergie sans la stocker. C'est comme si vous gagnez 2000 € par mois et que vous en dépensiez 4000 par jour. Ça n'a aucun sens, ça ne va pas durer. C'est d'ailleurs très bizarre, dans une société très comptable, marchande, capitaliste, où on est toujours en train de compter, où tout le monde gueule quand il y a des déficits de l'État, bonjour, je ne t'avais pas vu, que là, on se retrouve dans une situation complètement comptable, complètement aberrante, et que finalement, ça ne dérange pas grand monde. Ça commence à déranger. Mais donc voilà. Bon, on continue sur qu'est-ce que c'est pour vous la permaculture ? Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de la monoculture, qui, elle, du coup, va appauvrir les sols, etc. Et du coup, c'est penser l'agriculture de manière à justement ne plus être néfaste pour la planète, en fait. Et voilà. Il y aura bien de ça, effectivement. On va repenser l'agriculture, mais pas que. Voilà, mais on va bien repenser l'agriculture, tu as bien raison. Et nos façons de consommer aussi, du coup, aussi. Parce que quand on va faire de la permaculture, on va être plus sensible à se dire je vais manger des choses de saison, etc. Et pas vouloir manger absolument une soupe de tomates en décembre. Qui sera de toute façon très mauvaise. Quoique la soupe, on peut la faire à l'été et la conserver. Oui, mais... Tu as raison, on va essayer d'être attentif au cycle. Pourquoi ? Parce que dès qu'on sort des cycles, ça va nous demander de l'énergie. Soit pour conserver, soit pour amener à nous, alors que ce n'est pas dans notre région que ça se passe. Donc cette énergie-là, elle a un coût environnemental. Et en fait, dans la permaculture, on va se poser ces questions-là dans permaculture, il y a cette idée de permanence. Donc il faut faire des choses qui soient un peu durables. On parle beaucoup de développement durable, au même titre que la permaculture, sous toutes ses formes. C'est des choses qui vont faire... qui rentrent dans le vocabulaire courant, mais est-ce qu'on s'est posé les questions de qu'est-ce que c'est qu'un écosystème réellement durable ? Comment ça fonctionne ? Et pourquoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, nous, en tant qu'êtres humains, pour que l'écosystème que nos actions soient durables, mais pour que l'écosystème fonctionne ? L'écosystème dans lequel on a évolué. Parce que ne vous inquiétez pas, quand s'il y aura un réchauffement climatique important, etc., la vie ne va pas s'arrêter. 4 milliards d'années d'évolution, c'est juste l'écosystème humain qui deviendra de moins en moins propice à ce que l'homme fasse vaque à ses occupations. Il n'y a aucun problème pour la vie. Je veux dire, la vie, il y en a peut-être même bien encore sur Mars. Alors, on sait pas, ce ne sera pas un problème pour la vie en général, mais il va falloir se préoccuper de notre écosystème humain, si on veut durer. Donc on va se poser des questions de durabilité. Ça, c'est important dans la permaculture, cette idée de permanence. C'est pour ça qu'on boucle les cycles. Est-ce qu'il y a d'autres idées ? Du coup, on parlait de cycle, il y a aussi tout ce qui concerne les animaux, les insectes par exemple. Oui. Donc il y a des insectes qui sont indispensables comme les pollinisateurs. Pour les plantes sauvages notamment, il y a les bourdons qui sont l'espèce qui vont disparaître, qui peuvent. Et puis du coup il y a aussi les parasites, donc il y a des plantes qui peuvent éloigner les parasites. Je pense que par rapport à ça aussi, ça peut être intéressant de diversifier les essences de plantes avec des espèces anciennes par exemple. Ça va être la clé de ce qu'on peut faire pour aménager nos territoires, notre espace de vie, ça va être d'aller vers la diversité.
Or, c'est exactement, vous verrez, c'est exactement l'inverse qu'on fait, c'est d'où beaucoup de problèmes. Et tu as parlé des insectes, des bourdons, alors on pourrait en parler de plein, il y a 800 000 sortes d'insectes sur la planète référencée, et on n'en connaît même pas la moitié. Mais l'idée derrière la permaculture, de la vision, les nouvelles lunettes que je voudrais vous mettre, c'est qu'en fait, on va penser qu'on n'est pas les seuls dans cet écosystème. En fait, on fait partie d'un écosystème dont on dépend intégralement. Quand il n'y aura plus de bourdons, quand il n'y aura plus d'insectes, nous, on sera partis depuis bien longtemps. Mais on va essayer de se mettre à la place justement de ces insectes, de ces bourdons, on va essayer de se mettre à la place de ces oiseaux, on va essayer de se mettre à la place même de champignons, on va essayer de se mettre à la place de la microfaune jusqu'à la macrofaune, jusqu'aux gros animaux, pour en fait simplement réaliser qu'on n'est pas tout seul sur la planète. On n'est juste pas tout seul, et qu'on ne peut pas vivre si l'écosystème n'a pas un maillage dense de circulation, de vie, etc. Et ça, on va voir que c'est important, et qu'on l'a complètement oublié, et que c'est une des manières qu'on a d'agir très simple. Il y a des outils de diagnostic de paysage que je vais vous donner qui sont super simples. Chez vous, alors si vous n'avez pas vraiment de terrain, je ne sais pas dans quel contexte vous êtes, mais dès qu'on a un peu de terrain, on peut faire des choses et on peut influencer. Si on change notre regard, on peut, in fine, changer le monde. En tout cas, on ne pourra pas changer le monde si on n'a pas compris vers où on devait aller et qu'est-ce qui cloche. Or, il y a des choses qui clochent que vous voyez tous les jours, ou que vous ne voyez pas parce qu'ils ne sont plus là. Est-ce qu'il y a d'autres idées sur la permaculture ? Alors moi j'ai un petit jardin. Alors je ne sais pas si je fais de la permaculture sans le savoir, mais en fait c'est un jardin de paresseux. C'est-à-dire qu'on y a installé des légumes qui ont tendance à se replanter tout seuls, comme des topinambours, des élianthis, des chénopodes. Et tout ça, ça monte en graines et on se retrouve avec des salades au milieu des fraises. C'est pas grave, on les cueille. Et des champignons aussi. Par exemple, hier on avait des champignons, on a fait une omelette. On ne sait pas comment ils sont arrivés. Voilà. Et sinon, si ça intéresse quelqu'un, à propos de l'énergie, je peux proposer un atelier marmite norvégienne. Ah, très bien, intéressant. Et puis des graines aussi, ou des trucs à planter. La marmite norvégienne, en fait, tu prends quelque chose qui a une inertie thermique comme une cocotte en fonte, tu fais cuire 5 minutes, tu mets dans une couette, t'attends plusieurs heures, et en fait, la chaleur reste, et donc tu cuis sans énergie. Enfin, avec seulement 5 minutes d'énergie. Oui, une cuisson assez efficace. Du coup, on va voir que la permaculture, ça s'applique dans les potagers, mais pas que, et que le fait effectivement, de laisser faire, on entend souvent laisser faire travailler avec la nature, laisser faire la nature, on va voir qu'on ne va pas simplement tout le temps laisser faire la nature, puisque sinon, si on laisse faire la nature, on ne va pas manger grand-chose, ou il va falloir adapter notre alimentation à ce que va nous offrir la nature. Mais on va voir que on va essayer de comprendre des processus fondamentaux de fonctionnement de nos écosystèmes pour en profiter. Parce que dès qu'on casse ces processus-là, en fait, ça va nous demander un surplus d'énergie pour remplacer les rôles des bactéries, des champignons qui sont plus là, des insectes qui sont plus là, etc. C'est ce que les gens essayent de vous dire quand on dit si les abeilles Apis mellifica venaient à disparaître, on ne pourrait plus cultiver tatati tatata, et c'est pour ça que dans les champs de colza, on a besoin des abeilles pour polliniser, etc. Mais ce qu'on ne vous dit pas non plus, c'est que justement, il y a bien d'autres pollinisateurs que Apis mellifera, qui est une sorte d'abeille sur les 1000 qu'on a en France, et que Apis mellifera, elle fait du miel pour l'homme, et que si on avait laissé des haies dans les champs, on n'aurait certainement pas besoin d'amener des ruches au bord des champs de colza ou des vergers. On aurait des pollinisateurs naturels, les papillons de nuit en sont des très bons. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si Apis mellifera venait à disparaître, vous inquiétez pas, si on replante des arbres, on risque rien. Il y aura bien d'autres abeilles qui seront là pour jouer le même rôle, et d'autres insectes. On va voir quelques petites... Est-ce que chacun s'est exprimé? Enfin, ceux qui voulaient s'exprimer se sont exprimés? Un truc, c'est... Je me suis pas mal penchée sur la question de la forêt-jardin. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de cette idée de couche, de diversifier. Et du coup, j'avais vu que pour faire une bonne forêt-jardin, commencer une bonne forêt-jardin, il fallait envisager juste au moins 7 couches de végétaux de différentes tailles, en partant du petit arbuste du type fraisier, en allant jusqu'au grand arbre. Et là, on est juste sur la végétation. Et du coup, c'est aussi cette idée-là d'avoir...
avec les animaux aussi, du coup, qui vont revenir. Et c'est peut-être ça aussi, la permaculture, c'est de redonner à la nature sa place de nature. Il va falloir lui redonner sa place. Souvent, on dit qu'on pense que la nature, la planète est en danger et qu'on va sauver la planète. Mais c'est la nature qui nous sauvera. C'est pas du tout et vous verrez que dans les aménagements, dans la philosophie que je vais vous présenter, enfin la manière les concepts que je vais vous amener aujourd'hui, on va laisser la place à la nature sauvage, parce qu'on pense que c'est dans ces espaces de nature sauvage qui évoluent quand même depuis un peu plus longtemps que nos petits espaces agricoles. Ça fait 12 000 ans au grand max qu'on fait de l'agriculture. J'ose espérer qu'on n'a pas la prétention de croire que nos systèmes agricoles, si évolués soient-ils, même les jardins-forêts, soient d'une complexité plus importante qu'une forêt primaire évoluée, qu'on n'a plus en Europe d'ailleurs. Mais donc on va voir que c'est dans cette nature sauvage que peut-être pourront émerger les solutions aux problèmes de demain, mais c'est certainement pas dans nos espaces cultivés. Donc il va falloir redonner de la place à cette nature sauvage. Et c'est vraiment la nature qui nous sauvera, c'est pas nous du tout qui allons sauver la nature, ce serait une erreur assez grossière. Juste pour aller avec pour la définition de la permaculture, je vous la donne très rapidement, comme ça, et on verra un petit peu plus en détail évidemment des choses. En gros, la permaculture, c'est une manière d'aménager, de concevoir les espaces de manière productive, efficace et résiliente dans le respect de l'environnement. Et c'est pour ça que les espaces, c'est pas simplement un potager, c'est pas simplement une parcelle agricole, ça peut être aussi une maison, ça peut être aussi une association, ça peut être aussi un département, ça peut être des territoires beaucoup plus grands, et ça peut être des choses qui ne sont pas de l'ordre du physique, ça peut être des relations entre les gens, etc. Donc ça va s'appliquer à beaucoup de domaines. En fait, on peut appliquer la boîte à outils de la permaculture à tous les domaines de la société. On le verra par la suite. Remarque que je vais peut-être passer directement à ça. Ça, c'est quelque chose que vous retrouverez très, très facilement sur Internet. Je ne vais pas le détailler, parce que moi, je vais m'attacher à vous détailler un point en particulier, qui est l'entretien de la terre et de la nature, parce que c'est là où j'ai un petit peu de compétences. Dans le reste, je vous engage à aller voir ailleurs, mais c'est que pour vous ayez conscience que la permaculture, c'est une méthode de conception. Donc en fait, on regarde les besoins qu'on a, que je sois une association, une ville, un paysan ou un simple particulier, j'ai des besoins. Et on regarde ce qui est à notre disposition et on essaye d'aménager, de construire, de concevoir des systèmes qui vont répondre à nos besoins de manière durable. Donc si vous êtes en mode associatif, vous n'allez pas faire de potager. Si vous avez une association qui défend le droit au logement, par exemple, vous n'allez pas faire de potager. Ça, c'est pas votre but. Donc vous ne ferez pas de la permaculture dans le jardin. Par contre, ce que vous allez faire, c'est peut-être que vous aurez des modes de gouvernance un peu intelligents qui vont prendre en compte un peu tout le monde pour les prises de décision, des méthodes de gestion de conflits un peu intelligentes pour que votre association perdure dans le temps. Et c'est là où on va appliquer en fait la permaculture dans différents domaines. Si vous avez envie de construire votre maison ou que vous lancez dans l'architecture, ben vous irez appliquer la permaculture, vous n'êtes pas obligé de faire du jardin non plus. Par contre, vous irez concevoir les maisons de type bioclimatique pour éviter de consommer trop d'énergie, voire pour avoir des maisons à énergie positive, c'est-à-dire en fait utiliser l'énergie solaire quand elle est là, et puis utiliser des matériaux qui vont restituer cette chaleur ou qui vont être biosourcés, c'est-à-dire qui sont issus de filières durables, locales, etc. Donc on va pouvoir utiliser la méthode de conception de permaculture dans tous les domaines. Donc il faut vraiment sortir ça de la tête que la permaculture, c'est simplement appliqué au jardin. Excusez-moi. Les autres domaines sur lesquels on va pouvoir appliquer la méthode et aussi l'éthique de la permaculture, puisque c'est ça qui est fondamental dans la permaculture, moi c'est ça qui m'a plu en tous les cas, c'est qu'au centre de la permaculture, il y a une éthique. L'éthique, elle est simple, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des autres, prendre soin des gens et partager équitablement. C'est hyper simple, c'est pas un dogme, mais c'est quelque chose où on se dit, ouais, en fait, c'est peut-être ça qui nous manque un peu dans notre société. Simplement qu'on prend plus soin des autres parce qu'on est en compétition, parce que tout le monde galère, parce qu'on est dans une société où on veut être meilleur que l'autre, on veut briller, on veut avoir de l'argent, on va avoir des choses, on est dans une espèce de course comme ça qui incite pas à la coopération. N'inquiétez pas que si les temps deviennent durs, on va se retrouver dans la coopération. Là, on est dans une opulence qui permet cette compétition. Si on est dans des temps difficiles, on coopère. Là, on a de l'énergie facile, tout le monde vit bien, tout le monde a un smartphone, Internet, toute la petite drogue qu'on reçoit. On a tous notre petite dose de drogue quotidienne, donc tout va bien. Donc on peut se permettre la compétition.
Donc, prendre soin des gens, prendre soin de la terre et partager équitablement, ça peut s'appliquer à tous ces éléments-là. Donc, on va pouvoir utiliser ça, cette éthique, pour choisir les outils et les technologies qu'on a envie d'utiliser. On parle de la 5G, tout ça. Est-ce qu'on se pose des questions éthiques aujourd'hui sur le développement de notre société en termes de technologie? Est-ce qu'on calcule réellement, il y a des gens qui le font, heureusement, mais est-ce que c'est pris en compte? Est-ce qu'on calcule réellement le coût écologique de passer de la 4G à la 5G? Quel avantage, quel bénéfice? On ne pense même plus la technologie en termes de gains de bien-être. Maintenant, si vous avez la 4G ou la 5G, qu'est-ce que ça ne va pas changer votre vie? Par contre, il y a un coût environnemental qui est assez important. Est-ce qu'on se pose ces questions aujourd'hui? Non. Alors qu'en fait, justement, quand on remet l'éthique au centre de nos préoccupations, eh bien, on aura des réponses bien différentes. Je pense que si la permaculture a pris beaucoup d'essor, et pour ça qu'on en parle beaucoup, c'est qu'elle répond à cette question d'éthique. En fait, avant, pour simplifier, moi, ma vision des choses, c'est qu'avant, il y avait la religion, il y avait une morale, tout ça. La science est arrivée, elle a balayé tout ça, elle a permis au libéralisme aussi d'arriver. Et le libéralisme, il n'y a pas d'éthique. Le libéralisme, ou le capitalisme, plus vous gagnez d'argent, plus vous serez reconnu dans la société. Peu importe la manière dont vous gagnez votre argent et peu importe ce que vous en faites. Donc du coup, la permaculture, ça va à l'encontre de tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se raccrochent à ça et c'est pour ça que ça marche. C'est que ça répond à un besoin fondamental. Je pense qu'on a besoin de retrouver du sens. Il y a plein de gens, nous on accueille beaucoup de gens chez nous. Beaucoup de gens arrivent chez nous en disant « Non mais nous, je quitte Paname, je quitte ma vie, j'en peux plus, ça n'a pas de sens. Quoi. Je veux retrouver du sens dans mon activité, quitte à faire des activités difficiles, type le maraîchage, etc. » Voilà, je vous laisserai étudier ça de votre côté, parce que je pense que sinon on n'aura pas trop le temps. Tout ça, ça se trouve bien sur Internet. Nous, on va se focaliser sur entretien de la terre et de la nature, donc sur notre environnement végétal, animal, etc. Et pour ça, eh bien, je vais vous montrer trois petites vidéos qui vont nous montrer certaines choses et peut-être nous dévoiler certains principes de fonctionnement de notre écosystème. Du coup, si c'est une méthode de conception, la permaculture, et que c'est à nous nous on aménage la planète, qu'on le veuille ou non. On est 7 milliards et quelques, on sera plus demain, on a besoin d'aménager la planète pour nos propres besoins. Et donc maintenant, la question se pose de comment on l'aménage. Et si on est dans une catastrophe écologique aujourd'hui, c'est parce qu'on l'aménage n'importe comment. On ne respecte pas des lois fondamentales en fait. Alors, je vais vous montrer deux petites... Petite vidéo qui va nous montrer en fait les flux migratoires. Donc il y aura des points rouges, tous les points rouges. En gros, c'est des données qui ont été compilées, c'est des oiseaux migrateurs pour l'immense majorité. Et puis on va observer leur migration. Il y a la date en hausse en allemand, mais voilà. On va observer leur migration et j'aimerais bien que vous observiez. Après, on va décrire un peu ce qu'on a vu et on va essayer de voir des choses intéressantes. Donc c'est des compiles de données qui ont été faites sur 10 ans, c'est une boîte française, donc là tout le reste c'est un peu moins intéressant parce qu'ils n'ont pas bagué beaucoup d'animaux. Donc là ce qu'on voit c'est des compiles de données de quelques animaux sur une dizaine d'années. Donc on va attendre que ça revienne de notre côté et après je vais vous demander de décrire avec moi ce qu'on voit et vous allez voir qu'on peut tirer des choses assez intéressantes de ces simples mouvements migratoires. On va attendre de revenir sur le côté qui nous intéresse. Donc là, on est au mois d'août, ça redescend, mois de septembre. Tac, je vais arrêter là pour l'instant et j'aimerais bien savoir comment vous décriveriez, qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo? Criez aussi, voilà, toi qui as le micro. Tout simplement, au moment du printemps et de l'été dans l'hémisphère nord, les oiseaux y vont, et puis quand l'hémisphère nord commence à se refroidir, ils vont dans l'hémisphère sud. Et du coup, je pense que c'est lié à l'environnement, à la nourriture, et que quand chez nous, il commence dans l'hémisphère nord, il va y avoir plus de nourriture, les climats vont être plus tempérés, etc., et donc plus propices à la vie. Et donc, ils vont migrer après, lorsque la nourriture va commencer à manquer, pour aller à un endroit où la nourriture va plus amener à manquer. Et c'est le principe même, je pense, de tous les animaux, qui soient nomades, ou même les peuples humains nomades, c'est de se déplacer en fonction de ses besoins.
et non pas du coup se dire ah j'ai besoin de faire pousser des trucs et puis il y a pas assez de soleil ou quoi, du coup je vais construire quelque chose pour faire une serre et justement pouvoir avoir des légumes en hiver, et donc c'est là l'avantage, l'intérêt de la nomadité, je sais pas si ça se dit mais nomadisme. que de se déplacer au fil des saisons et en fonction de ses besoins. Ok, donc tu as raison. Le premier truc qu'on voit, c'est que ça se déplace du nord au sud. Tu as effectivement mentionné le fait que ça se déplace pour des histoires de ressources. En gros, dans le nord, le climat, là d'où ils partent, ça ne change pas vraiment. Hein, c'est des climats qui sont assez stables. Par contre, au moment de la reproduction, ces animaux ont besoin de plus de nourriture pour la reproduction. Et dans les eaux froides qui contiennent plus d'oxygène, et dans les zones qui commencent à se réchauffer, où il y a des petits moustiques, des petites larves qui vont commencer à éclore, c'est le début d'une grande chaîne trophique qui va pouvoir assurer ce surplus d'énergie dont ils ont besoin. Ça, c'est la première chose, ok. Mais ça ne va pas tellement nous aider dans nos conceptions de paysage. Mais en tout cas, c'est le premier mécanisme qu'on peut observer là. Qu'est-ce que vous avez pu observer autrement ? Ça fait un cycle. Ouais. Que ce soit de notre côté ou de l'autre côté de la planète, il y a quelque chose de très cyclique, un peu comme dans tous les comportements animaux ou végétaux. Voilà, il y a un cycle. Alors on verra que ce cycle-là, il va permettre de boucler quelques boucles, notamment celle de la fertilité. On y reviendra tout à l'heure. Effectivement, ça fait un cycle. Est-ce que vous avez vu d'autres choses ? Normalement, il y a des choses qui sont assez flagrantes. Alors, du coup, j'ai pas très bien compris pourquoi, mais on en voit qui traversent l'Atlantique et le Pacifique. Du coup, c'est assez impressionnant. On peut se demander pourquoi ils déploient autant d'énergie. Ça peut être c'est sûrement des baleines ou des cétacés ou des choses comme ça. Si on se focalise un peu sur le côté Europe, Afrique, ce qu'on a vu qui traversait là, je pense que c'est plutôt des cétacés. J'en suis pas sûr parce qu'il faudrait vérifier réellement les choses. Il y a d'autres choses qui sautent à l'esprit. En tout cas, moi qui me saute à l'esprit. On le voit assez bien sur les premières images. Je vais peut-être le remettre là. C'est surtout des couloirs en fait, de migration, c'est regroupé aux mêmes endroits. Voilà, exactement. Et donc là, les deux choses qu'il faut remarquer ici, qui sont assez intéressantes, c'est que la vie se concentre dans certains endroits et la vie circule dans d'autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver ailleurs, on va retrouver à différentes échelles, et c'est un principe qui va être assez intéressant pour nous en tant qu'êtres humains dans notre écosystème, c'est d'essayer d'être attentif à ça en fait. Le premier truc que vous allez devoir, auquel il faut être attentif quand on a un petit jardin potager, quand on a des parcelles agricoles ou quand on a juste du terrain, ou quand on regarde son paysage dans lequel on vit, même si on n'est pas propriétaire, c'est où est-ce que se trouve la vie et comment elle circule. Et du coup, si on commence à prendre note un petit peu de ça, on va remarquer quelques caractéristiques des endroits où elle circule et des endroits où elle se retrouve. Et là, on le voit assez simplement sur cette image. Là où va se concentrer la vie, là on voit bien qu'on est à la limite entre la forêt et le désert. Là où se concentre la vie, là où on a le plus de vie en tous les cas, c'est dans des endroits où il y a des lisières, des jonctions d'écosystèmes, ce qu'on appelle des écotones, des endroits où deux écosystèmes vont se rencontrer. C'est là où on aura le plus de diversité et la vie va se rencontrer là-dedans. Chez nous, dans nos paysages, où est-ce qu'on a des jonctions d'écosystèmes ? Alors, il y a le littoral, de manière plus globale, là où on a l'eau qui rencontre la terre, ça peut être au bord des rivières, donc tout ce qui est rivière, mare, zone humide, tout ça, ça va être des points plus diversifiés qu'une grande prairie où il n'y a rien d'autre. Okay, ça, c'est assez intuitif, mais la réalité, c'est que c'est toujours comme ça. Dès qu'on va avoir des jonctions d'écosystèmes, on aura plus de vie que dans des milieux plus simples. Où est-ce qu'on a une autre jonction d'écosystèmes intéressante et très fréquente chez nous, de moins en moins fréquente d'ailleurs. Dans les paysages, je ne sais pas si vous êtes urbain, si vous êtes habitué à aller en campagne ou quoi, mais justement, moi, je vais essayer de vous mettre des nouvelles lunettes, là, pour que vous regardiez d'une autre manière les choses. En campagne, on a souvent l'habitude de voir des champs, et normalement, au bord des champs, il y a de la haie. Normalement, il y en a de moins en moins. Et en fait, chez nous, un autre écotone, cette jonction où il y a de la vie, un autre endroit où ça se concentre dans nos paysages de manière spontanée, c'est dans les haies. La haie, c'est normalement la jonction entre le biotope de la forêt et le biotope de la prairie, et c'est là où on va retrouver toute
toute la vie qui vit dans la haie, parce qu'en fait, il y a des oiseaux qui se nourrissent d'insectes qui butinent les fleurs de la strate herbacée du champ. Il y a des oiseaux qui dorment dans les grands arbres, mais qui mangent les petites baies du cornouiller ou les petites baies du sureau, etc. Donc on a des interactions entre ces différents étages, les étages que tu as mentionnés tout à l'heure de la forêt-jardin, c'est que dans la nature, on a cette idée d'étagement. Et c'est là où on va retrouver le plus de vie, parce que ça offre des fleurs, ça offre des herbes de tailles différentes, ça offre des floraisons différentes, ça offre des petites baies, ça offre des feuillages persistants, ça offre des habitats et de la nourriture à différents moments de l'année. Si vous avez qu'une simple prairie, j'aime bien faire ça avec les gens que j'ai en formation, mais là on n'aura pas le temps, mais j'aime bien qu'on sorte et puis qu'on se mette à la place d'un insecte. Aujourd'hui, qu'est-ce que je bouffe si je suis un insecte ? Alors j'ai vu qu'il y avait des petites framboises, j'ai vu qu'il y avait des petites groseilles en arrivant, il y a un peu d'herbe, il y a quelques arbres, j'ai pas noté les essences, je n'ai pas regardé vraiment, mais se mettre à la place de, c'est ça qui va être important pour déterminer comment on va aménager notre espace. Si je ne suis pas conscient des besoins du bourdon, si je ne suis pas conscient des besoins de la mésange, si je ne suis pas conscient des besoins d'un serpent, ou d'une grenouille ou d'un triton, comment je peux aménager l'espace pour que ce soit durable. Parce qu'il faut bien être convaincu qu'on a besoin des tritons, des salamandres, des scorpions, pardon, pas trop sûr, on a des petits scorpions dans le sud de la France, on a des pseudo-scorpions dans le sol par contre, on a besoin de tout ce petit monde-là. Et on va voir un peu pourquoi c'est important qu'ils puissent bouger. Donc il y a des endroits où ça se concentre, ça c'est le premier truc sur lequel on devrait porter le regard, c'est où se trouve la vie. Vous voulez aménager votre jardin en permaculture ? Où se trouve la vie dans mon jardin, parce que vous allez en avoir besoin. Si vous avez des problèmes de limaces, il faudra peut-être des petits crapauds ou des carabes pour venir manger ces petites limaces-là. Là, on parle d'un point de vue simplement humain et du petit jardinier. Il y a bien d'autres interactions, mais on aura besoin de ces interactions, ce qu'on appelle les bénéfices écosystémiques. Et ça, on recherche ça. Si on veut créer une nouvelle agriculture, on aura besoin de ces bénéfices écosystémiques. On aura besoin d'utiliser la nature, de travailler avec la nature, de laisser faire la nature pour que ça fonctionne. Quelque chose qu'on voit aussi ici, c'est que les animaux, ils vont prendre dans les couloirs de migration, ils vont passer vers la grande chaîne de montagnes, le grand rift, etc., qui offre, elle aussi, à une autre échelle, à une très grande échelle, ce qu'on peut retrouver dans nos paysages, c'est-à-dire en fait une zone assez plate, la plaine avec l'océan Indien ici, une influence océanique, et puis ensuite on va monter petit à petit en altitude jusqu'à des hauts plateaux de 5000 mètres. Et en fait, si on y réfléchit bien, si on dézoome et qu'on remet à une échelle de plus dans nos champs, eh bien c'est le plateau océanique, c'est la plaine océanique, c'est la prairie. Puis après, je commence à monter dans les altitudes, c'est les petits buissons, c'est les sureaux, c'est les noisetiers, c'est les bourdaines, c'est les troènes, ces choses comme ça. Et puis je monte, plus j'ai les grands arbres, je commence à voir, je sais pas, des merisiers, des pommiers sauvages, des poiriers sauvages. Et puis je finis sur les hauts plateaux, les plus hauts. Et là, on arrive dans nos arbres de cœur de forêt, le châtaignier, le hêtre, le chêne, etc. Le tilleul. Et en fait, on va avoir, encore une fois, à cette échelle-là, là où la vie circule, c'est encore une fois dans ces zones de transition ou dans ces écotones, là où il y a le plus de vie, de lieux d'habitation possible. Maintenant, on va se poser une question, parce que c'est bien gentil tout ça, mais on peut comprendre que ça puisse nous servir, ça peut nous donner des petits outils de diagnostic. Où se trouve la vie sur mon terrain? Comment je la fais circuler? En fait, l'idée de l'aménagement en permaculture, ça va d'abord se préoccuper de ça, puisque l'idée, c'est de faire quelque chose de durable. Et donc, l'idée, c'est d'inclure l'activité humaine dans un maillage de biodiversité, pour que l'écosystème fonctionne. Et vous verrez qu'on en aura vraiment besoin à tous les sens du terme. Maintenant, quel est le rôle de ces mouvements, de ces migrations sur la planète? Pourquoi elles sont si importantes? Pourquoi c'est important que la vie circule? Parce que moi, je veux que vous soyez convaincus que c'est important que la vie circule. C'est important que ces oiseaux puissent migrer. C'est important que chez vous, la mésange puisse arriver jusque dans le milieu de votre jardin. C'est important que la coccinelle puisse se déplacer de plante en plante, de hautes herbes en hautes herbes, de ronces en ronces. Donc pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça fait ici? Quelles sont les conséquences sur la planète Terre de ces migrations?
parce que ces espèces elles transportent des choses et ça permet de faire plus de variété dans tous les écosystèmes où elles passent. Exactement. Pour une question de temps, je vais juste, en plus tu as très bien résumé, en gros je vais détailler ça. Pour une question de temps, je vais juste te faire intervenir toi là, parce que c'est très bien ce que tu as dit, mais après ça va être un peu long sinon. En fait, sur la planète Terre, s'il n'y a pas ces mouvements-là, il faut s'imaginer des oiseaux ou même des papillons. On a des papillons chez nous qui viennent d'Éthiopie, qui font 500 km par jour et qui arrivent chez nous en une dizaine de jours. Il faut s'imaginer que ces petits oiseaux-là ou ces petits insectes-là, à chaque fois qu'ils s'arrêtent quelque part, ils vont manger. Alors, soit ils butinent un peu de pollen, soit ils prennent des baies, soit ils mangent des petits insectes. Puis, avec eux, ils emportent tout un microbiote. Ils emportent des spores de champignons, des levures, ils emportent des bactéries, puis ils emportent aussi des graines. Et en fait, tout ce qu'ils transportent et qu'ils vont essaimer, ils vont lâcher pendant leur voyage par leurs excréments et par leurs pattes et par ce qu'ils vont toucher, tout ça, ça permet un réensemencement perpétuel des sols qui permettra à ces mêmes sols de se reformer, de renaître de leur cendre quand il y a des choses un peu traumatiques, type des incendies, des hivers très très rudes, des grandes périodes d'inondation ou des très grandes chaleurs. Parce qu'en fait, quand on a des mouvements comme ça, dans vos jardins, vous avez des spores de champignons qui nous viennent d'Afrique. Et quand il fera 45 degrés pendant 3 mois et qu'il ne flottera pas pendant ces 3 ou 4 mois, ce qui est déjà en train d'arriver dans pas mal de régions de France et d'Europe, mais peut-être on aura besoin de ces champignons-là pour que nos plantes, parce qu'on va voir que les plantes vivent en symbiose avec des champignons, pour que nos plantes puissent faire une symbiose avec ces champignons qui résistent à la chaleur, et donc aller chercher de l'eau et des nutriments, et continuer de produire les fruits qu'elles nous donnent, ou les fleurs qu'elles donnent aux insectes, ou l'ombre qu'elles nous amènent, ou le carbone qu'elles continuent à stocker, parce que c'est un peu tout ça quand même. Donc en fait, le mouvement perpétuel de la vie permet un réensemencement qui permettra la résilience des écosystèmes. Si on arrête ce mouvement-là, il n'y a plus ce réensemencement permanent et il n'y a plus la capacité d'adaptation des écosystèmes qu'elle a toujours eue après les grandes périodes de glaciation. Ici à Limoges, vous êtes bien placé pour le savoir, parce qu'il y a 12 000 ans, ici, c'était la fin de la banquise. Donc c'était la fin de la dernière glaciation, c'était ici. Et après, ça s'est reculé, et qu'est-ce qui a réensemencé qu'est-ce qui a réensemencé tous les paysages qu'on a aujourd'hui? C'est les migrations, les mouvements, à la fois des hommes, mais aussi des animaux. Et donc si on n'a pas ces mouvements-là, les écosystèmes vont s'épuiser, s'essouffler. Or, dans une période de changement climatique de plus en plus rapide, on n'a justement pas envie que les systèmes s'épuisent et qu'ils s'essoufflent, on a envie qu'ils soient de plus en plus vigoureux et de plus en plus réactifs. Or, c'est pas ce qui est en train de se passer. On a perdu 10 fois moins d'oiseaux qu'il y a un peu plus d'une centaine d'années, donc on perd énormément de migration, et donc on perd cette capacité à recharger le système en graines, en champignons et en micro-organismes. Vous allez voir, donc en gros, pour nous, en tant que permaculteur, on va utiliser ce mot-là vite fait, même s'il est un peu galvaudé. En tant que permaculteur, moi, quand je regarde un jardin ou quand je regarde une parcelle agricole, mon premier but, c'est de faire en sorte que la vie puisse s'installer et que la vie puisse circuler. Donc je vais créer des zones sauvages, je vais créer des zones sanctuaires où on ne va pas toucher, je vais créer des zones de connexion entre les différentes zones sanctuaires qu'on va déterminer. On va créer des haies, on va créer des bosquets, on va créer des mares, on va créer des endroits, on va faire attention au temps de floraison, on a envie que ça s'étale toute l'année les floraisons, et on va faire attention à tout le monde. En fait, on va concevoir nos espaces en se mettant à la place d'un oiseau, d'un insecte et des champignons. Je vais juste aller... j'aurais d'autres choses à dire, mais je pense que le temps est un petit peu compté. On va aller maintenant dans une échelle microscopique. Donc là, on est à l'échelle macro, juste pour voir que la vie s'organise en fonction, de manière un peu à se concentrer, à circuler dans des endroits bien particuliers. Et ça nous donne des outils de diagnostic et des outils pour aménager le paysage, puisque c'est ça la permaculture, c'est une méthode de conception. Donc c'est bien de se baser sur ce qui se passe en vrai.
Et là, en fait, on va aller à l'échelle microscopique et on va voir un petit peu, c'est des filaments de champignons sur lesquels ou à côté desquels bougent des bactéries qui sont supposément pas très mobiles, mais on voit que là, c'est en temps réel, elles bougent très vite. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici ? Est-ce que vous remarquez une espèce de zone comme ça à l'extérieur du champignon, une zone, plus ça dézoome, mieux on le voit. Vous voyez cette petite zone un peu extérieure au champignon, qui finalement, si on regarde où se déplacent les bactéries, encore une fois, elles vont se déplacer dans la lisière entre le champignon et le sol. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une zone d'eau un peu spécifique où il y a moins où la viscosité est un peu plus importante, il y a moins de frottement. C'est pour ça qu'elle se déplace comme ça. Et en fait, cette zone-là, c'est encore une fois une interface, un écotone, où va se concentrer les circulations de vie. On se demande bien pourquoi il n'y a pas de bactéries ailleurs. Elles pourraient très bien être ailleurs. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que même dans le sol, et le sol du sol dépend ce qui pousse dessus, même dans le sol, on a des voies de circulation. Et en fait, quand on va imaginer, on va faire une conception en permaculture, on va prendre en compte ces voies de circulation. Et vous allez voir qu'elles sont extrêmement importantes. Les 3 grandes voies de circulation dans les sols, c'est les champignons mycorhiziens, donc les champignons qui relient les plantes les unes avec les autres. Je parlerai un petit peu tout à l'heure des champignons mycorhiziens, j'espère que j'aurai le temps. Il y a donc les champignons mycorhiziens qui servent de voies de circulation très importantes. On a vu aussi que ça circulait à l'intérieur des champignons. Mais en tout cas, nous, là, on va parler du vivant. Ça circule à l'extérieur. Il y a les racines des plantes qui vont être très importantes. C'est pour ça qu'on va parler de diversité. Mais c'est pas que pour ce qui pousse au-dessus. On va avoir en fait le même type de design dans ce qui se passe dans le sol. Et puis, on a les racines des plantes, les champignons, et on a les galeries de vers de terre qui ont de multiples rôles, mais dans lesquels se passe énormément d'échanges. Et toutes ces zones-là, mais ce sont des écotones, des endroits où on passe d'un milieu champignon aérien, d'un milieu galerie de vers de terre à l'aérien, on y passe par une petite colle. Le ver de terre colle le sol, ça c'est une de ses grandes fonctions, comme les champignons d'ailleurs, ils ont tous des colles qu'ils fabriquent pour maintenir leur habitat, comme nous quand on fait une mine pour aller trouver de l'or ou de l'argent ou quoi, on consolide pour pas que ça nous tombe dessus. Eux c'est pareil, ils collent le sol avec une colle qu'on appelle de la glomaline, et dans cette colle se passe beaucoup de choses. Ça stocke beaucoup de carbone, on a beaucoup d'échanges de nutriments, on a beaucoup de bactéries qui vivent dedans, on a beaucoup de choses qui se passent dans cette colle, et c'est ce qui permet au sol d'avoir une certaine stabilité, de ne pas être sensible à l'érosion, c'est-à-dire de ne pas finir dans nos fossés, dans nos rivières et dans nos océans. C'est ce qui permet aux galeries de vers de terre de rester plusieurs décennies en place si on ne travaille pas les sols. Donc, vous entendrez souvent qu'en permaculture on ne travaille pas les sols, et il y a de grandes raisons à ne pas travailler les sols. Notamment celle-ci, ça permet d'infiltrer les eaux, ça permet de faire circuler les choses. Et par exemple, on pourrait se demander, mais pourquoi j'ai besoin que les bactéries puissent bouger dans un sol ? C'est pour boucler les cycles. Si jamais je suis un arbre, je vis en symbiose avec des champignons, puisque les 85% des plantes vivent en symbiose avec des champignons, la symbiose, elle est simple. Je fais de la photosynthèse, je fais des sucres, je donne des sucres aux champignons, et le champignon, avec ces sucres-là, va se développer, va aller parcourir le sol, il va aller explorer le sol, et il va me ramener des nutriments, de l'eau, et il va même pouvoir passer des informations de plante en plante. C'est un peu comme le réseau Internet, sauf qu'eux, ils sont à plus que la 5G. On a des réseaux de champignons qui sont tellement denses dans les sols, et ça, c'est important de se figurer. Moi, quand je fais un design, on appelle ça comme ça, l'aménagement des parcelles, quand je fais un design, j'essaye de me figurer quel type de réseau de champignons on a dans le sol. Est-ce qu'il est dense ? Et quel grand type de champignons dans les sols ? Et est-ce que mes cultures vont pouvoir se connecter à ce maillage-là ? Et est-ce qu'il y a un maillage déjà ? Parce qu'il y a plein d'endroits où il n'y a plus beaucoup de maillage. Le maillage est très large. Normalement, un maillage de champignons, on peut avoir 2 km de filaments de champignons dans 1 cm3 de sol. Donc c'est un maillage qui est très très dense, qui retient les sols et qui retient aussi tous les nutriments. C'est-à-dire que tous les sels minéraux qui peuvent nourrir les plantes, au lieu de filer dans les nappes phréatiques ou dans le sous-sol, eh bien, ils sont retenus par les champignons, ils sont redistribués à toutes les plantes qui sont connectées. Oui. Alors la question, c'est comment on sait
Oui, tout ça. Alors, qui sont là ou qui sont pas là si on travaille pas les sols. Alors c'est assez simple, parce qu'on a un outil. Alors si on a un microscope à balayage, on peut, mais si on a juste nos petits yeux comme ça, comme on sait que les champignons sont liés à des plantes, puisque c'est une symbiose. On peut s'imaginer que si j'ai une prairie qui a du trèfle, du plantain et puis une fétuque, donc 3 sortes de plantes vivaces mais quand même de la strate herbacée, et que je n'ai rien d'autre, on peut imaginer que tout ça, il y a moins de champignons qui vivent dans ce sol-là que si dans mon sol j'ai une belle haie avec du châtaignier, du merisier, du sureau, de l'aubépine, du noisetier, en gros une vingtaine d'essences, et que dans ma prairie, au lieu d'avoir 3 plantes comme c'est souvent semé, ou 5 ou 6, j'en ai 40, 50 ou 60. Plus j'ai de diversité de plantes, et plus j'ai un réseau de champignons développé. Chaque plante peut vivre avec des centaines, voire des milliers de champignons différents. Et en fait, pour augmenter la diversité du réseau mycorhizien et la densité, il y a 2 règles. Il faut mettre de la diversité végétale, puisque c'est un peu comme nous, on a tous un microbiote dans nos intestins. Eh bien, les plantes, c'est pareil, elles vivent avec un microbiote particulier. Donc, chaque plante qu'on amène avec elle son microbiote. Et donc, plus j'ai de plantes dans un sol, plus j'aurai de types de champignons différents. Et plus je laisse le sol tranquille, c'est-à-dire moins je le travaille, plus j'ai des champignons différents. C'est pour ça que dans nos aménagements, on va aussi remettre à une place de choix le vieil arbre. Vous allez voir que le vieil arbre, il a une place importante. Je passe là-dessus. C'est pareil, j'ai encore 2 petits trucs à dire, mais je pense que je ne sais pas tellement quelle heure il est, mais... Voilà. 15h17 et j'ai jusqu'à, excusez-moi, 15h30, 45, on a commencé un peu en retard. Non ? Ouais. Okay. Donc il faut avancer un petit peu. Je vais sortir de là. Attends, tac. Je vais vous montrer une dernière petite vidéo avant de reprendre un... Donc là, c'est 30 ans d'expansion humaine vue de l'espace. Donc on ne va pas regarder toute la vidéo, mais on va quand même regarder un peu ce qu'on fait, nous, en tant qu'humanité. Je m'arrête là parce que sinon il y a encore quelques minutes il n'y a peut-être pas besoin. Ce qu'on marque sur cette vidéo, et c'est là où on va essayer de changer de paradigme, et c'est là où la permaculture elle va nous aider, parce qu'on a besoin de changer de paradigme, on a besoin de changer notre manière de regarder le monde, on a besoin de changer de lunettes. Ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est quand l'humanité se développe, elle écarte toute la nature sauvage à l'extérieur, elle bétonne, elle fait de l'agriculture, et quand elle fait de l'agriculture, là on le voit bien sur cette image-là, on passe de la couleur verte à la couleur marron, on passe de la couleur de la fertilité à la couleur du désert, et il y a plein d'endroits dans le monde où ça s'est passé comme ça se passe doucement, ça se passe de plus en plus vite parce qu'on a accéléré les processus de dégradation des sols, mais il y a plein d'endroits, tout le pourtour méditerranéen qui était il y a 2000 ans quelque chose qui était décrit comme un espèce de paradis sur Terre. Bon, maintenant, si vous allez en Palestine, en Israël, en Syrie, même dans le sud de l'Espagne, etc., c'est désertique, semi-désertique, et tout ça, c'est pas simplement lié à des changements climatiques, c'est lié à de l'action humaine, à comment on a aménagé nos territoires, comment on a coupé les arbres, comment on a travaillé les sols, et tous ces processus-là de dégradation, on les a accélérés avec la mécanisation et l'industrialisation. J'aurai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais ou peut-être après, s'il y en a qui ont le temps, on peut discuter et je vous explique pourquoi. Mais en tous les cas, on voit bien que l'homme doit changer sa manière d'habiter la Terre, et la permaculture, elle nous aide à ça, puisque le but même de la permaculture, c'est de concevoir les espaces où on habite. En gros, comment intégrer notre activité humaine ?
dans un espace où la vie, le reste du vivant a sa place. Et en fait, c'est là toute la question. C'est arrêter de se prendre pour les seuls êtres vivants, comme on le voit sur cette vidéo qui retrace 30 ans d'histoire, qui est rien du tout, où on voit bien que tout est mis de côté. Donc la permaculture apporte des réponses à ça, et on va voir quelques petites images pour nous entraîner un peu le regard et regarder avec un œil de la permaculture les choses. J'imagine que vous connaissez tous un peu ce que c'est que ça. Ça doit vous faire tilt, on appelle ça le bocage. Et en général, dans l'esprit des gens, c'est quelque chose qui est plutôt vu de manière positive, etc. Et à raison. Il y a des choses qui fonctionnent bien dans ce type de paysage, mais on va voir que c'est pas exactement encore parfait. Donc sur cette image-là, il y a des choses intéressantes. On voit qu'il y a un cœur de biodiversité, où il y a on suppose que c'est un cœur de biodiversité, il y a un endroit où il y a une forêt, il y a un bois. Ce qui est important pour ces cœurs de biodiversité, parce que c'est le premier truc qu'il faut remarquer à n'importe quelle échelle. C'est-à-dire que dans vos petits potagers, ou dans vos petits jardins, ça peut même être des fois un tas de tuiles, un tas de bordel qui a été laissé. C'est là où il y a des petits insectes, des petits oiseaux, des petits hérissons, des trucs qui ont pu aller s'installer. Et bien là, on voit un cœur de biodiversité qui est assez bien connecté, finalement, qui connecte bien avec l'ensemble des parcelles. Par contre, si je dois faire après un autre outil de diagnostic qu'on peut utiliser, donc c'est les cœurs de biodiversité, les connexions, et après les strates. Et là, si je commence à regarder la strate herbacée, eh bien, c'est des cultures ou des prairies. Dans les cultures, pour un agriculteur, c'est compliqué d'amener de la diversité. Ce qui va se jouer pour l'agriculteur, ça va être de faire des plans de rotation en incluant des engrais verts, etc. Donc des choses peut-être un peu techniques pour vous qui n'êtes pas du milieu de l'agriculture, mais il a un moyen de le faire. On ne peut pas cultiver en association sur des grandes cultures comme ça. Tu parlais tout à l'heure des maïs avec des courges et des choses comme ça. C'est compliqué dans les grandes cultures de faire ça. Par contre, sur l'année, on peut essayer d'amener un peu de diversité végétale dans la strate herbacée via les engrais verts. On peut aussi remarquer que les prairies, ce qu'il faudrait, c'est des prairies naturelles. Or, aujourd'hui, on est sur des prairies semées, donc ça, c'est encore quelque chose qu'il faudra changer. Au lieu d'avoir 60 plantes différentes dans une prairie, on en a 3, 4, 5, 6, 10, 12. Voilà, avec tout ce que ça entraîne comme moment où il n'y a pas de fleurs, comme moment dans les sols, on a des sols qui sont enracinés là-dessus, sur des petites épaisseurs, donc on a des sols qui se tassent puisqu'ils ne sont plus vivants. Imaginez un concept qui est assez important à voir, c'est comprendre que la racine des plantes est en fait un lieu de nutrition, de nourriture du microbiote du sol et de tout type de vie du sol. La plante, elle fait des sucres via la photosynthèse, elle fait la sève, et elle en exsude par les racines. C'est-à-dire que moi, j'imagine les racines des plantes un peu comme un bar où tout le monde viendrait se servir un petit peu, les petits champignons, les petites bactéries, les micro-organismes du sol viendraient prendre leur sucre. Et donc, si on a des racines sur 15 cm, eh bien, il y a toute la deuxième partie du sol qui n'est pas nourrie et qui meurt. Et quand elle meurt, elle se tasse. Et quand ça se tasse, alors je ne parle même pas quand on travaille le sol, avec des gros outils qui tassent encore plus et qui tuent. Et quand ça se tasse, après l'eau ne peut plus s'infiltrer. Et quand elle ne s'infiltre plus, l'eau, elle commence par les 15-20 premiers centimètres qui sont travaillés. Là, elle peut se mettre à peu près. Et après, elle ruisselle. Et elle s'en va. Et elle s'en va avec la bonne terre. Ce qu'on appelle l'érosion. Et pire que l'érosion, qui fait déjà perdre les terres, ça ne remplit pas les nappes phréatiques. Aujourd'hui, on a des périodes de sécheresse de plus en plus longues. Les agriculteurs irriguent par obligation, entre guillemets. En fait, on sait que les vieilles semences paysannes savent se connecter aux champignons mycorhiziens pour aller récupérer de l'eau. Mais comme il n'y a plus beaucoup de champignons mycorhiziens et comme les semences sont plus paysannes, c'est des semences hybrides modernes qui ne savent plus se connecter. Pourquoi elles ne savent plus se connecter? Parce qu'une plante, pour elle balance, elle doit nourrir son champignon. Et donc ça lui coûte 20% de sa sève. Plus dans certains cas, comme la truffe. Mais comme ça lui coupe 20% de sa sève, elles n'ont pas été sélectionnées pour savoir se connecter à des réseaux de champignons. De toute façon, ils existent de moins en moins, vu qu'on travaille les sols et qu'on fout des fongicides, et qu'on n'a pas trop d'arbres dans les parcelles. On a de moins en moins de champignons. Donc on arrose de plus en plus, alors qu'on ne remplit pas les nappes phréatiques, puisque les sols agricoles ne sont plus capables d'absorber cette eau. Donc on perd du sol et on ne remplit pas les nappes. Ça, c'était le bocage. Je vais assez vite, je ne vous fais pas intervenir, parce que malheureusement, sinon ça va être un peu long.
S'il y a des questions à la fin, je suis preneur. Deuxième photo. Avant les années 50, c'était plutôt ça le type de paysage qu'on avait. Ça, c'est dans le Perche. Et là, si je regarde cette photo, ce qui change le plus par rapport à tout ce qu'on a vu avant, c'est que là, on a des arbres dans les parcelles. Les arbres dans les parcelles, ça a disparu. Alors maintenant, ça revient, ça s'appelle l'agroforesterie, cultiver avec des arbres. Et les arbres dans les parcelles, ça jouait plein de rôles. Ça remettait de la matière organique dans les sols, ça enracinait, ça permettait à l'eau de s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Ça permettait aussi de déjouer un peu les aléas climatiques. Quand il fait très chaud ou très froid, les arbres font tampon, il y a moins de différence, etc. Et puis, là, on voit que c'est des lignes de production. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut changer. Même ça, si c'est pas mal, c'est pas encore bon. Pourquoi ? Parce que ça n'est que des arbres pour les hommes. Si je mets des lignes de pommiers, des lignes de noyers, quand est-ce que ça fleurit ? Mais ça fleurit 2 mois de l'année, et puis c'est tout. Donc mes insectes, ils se nourrissent de quoi ? Alors on espère que dans les haies soient diversifiées et qu'elles puissent nourrir les insectes. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'avant, on mettait des arbres dans les parcelles, ça a disparu avec la mécanisation, et que cette disparition entraîne des choses assez dramatiques. Et puis ça, c'est à peu près le même endroit aujourd'hui. Donc ce qu'on remarque, il y a peut-être une petite zone de biodiversité qui s'appelle le bois jamin, ou je sais pas quoi, le bois janant, peut-être gardé pour la chasse. On va aller tirer sur la biodiversité. Et puis ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a plus du tout de connexion. Il n'y a plus de haies, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus d'arbres dans les parcelles. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que les sols, ils sont de plus en plus blancs. Tout ça, c'est des traces d'érosion. Quand un sol est riche en matière organique, c'est le noir, c'est la couleur noire. Et quand c'est blanc comme ça, quand c'est jaune, c'est des sols qui sont en voie de désertification. Et qu'on le veuille ou non, en France, s'il n'y a plus trop de pétrole à un moment ou à un autre, c'est des sols qui ne produiront plus. On est en voie de désertification, il y a des plantes qui nous l'indiquent, il y a l'ambroisie qui arrive sur certains sols, il y a des chardons qui sont des plantes, en fait tout ça c'est des plantes qui annoncent le désert tout simplement. Pour l'instant on ne le voit pas parce qu'on a de l'eau, on a du pétrole, on a des engrais, mais ce sont des sols qui sont en voie de désertification au même titre que ce qui s'est passé et qui continue de se passer sur le pourtour méditerranéen, notamment dans le sud de l'Andalousie, dans le sud de l'Espagne, qui est devenu complètement désertique. Donc on voit bien que tout ça, c'est le constat. Ça aujourd'hui, c'est ça l'agriculture, c'est ça la manière d'envisager, de concevoir les espaces par l'humanité. C'est comme ça qu'on fait. Et pourquoi ? Parce qu'on fait avec les machines, en fait on adapte la production à l'outil de disponible. Or il faut adapter l'outil à la production qu'on souhaite avoir et à la méthode qu'on souhaite et qu'on pense. C'est pour ça que l'éthique est importante, qu'on pense être la bonne. Et pour décider si c'est la bonne ou pas, il faut bien avoir une éthique. C'est quoi le critère ? Si on perd les sols et que nos petits-enfants ne peuvent pas cultiver, est-ce que c'est la bonne ? Ça dépend de notre éthique. Soit tu n'en as rien à foutre parce que tu n'as pas d'éthique, ou soit tu as une éthique et tu te dis, quand même, peut-être penser aux autres et tout ça, et donc c'est pas la bonne. Donc il faut prendre position, en fait, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, on a des choses qui se font. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle donc l'agroforesterie, qui revient comme la permaculture un peu à la mode et tout, alors qu'en fait, l'agroforesterie, c'est le début de l'agriculture, c'était agroforestier, avec les arbres. Donc aujourd'hui, on a ça pour montrer que c'est mécanisable et qu'il n'y a pas trop de problème avec ça. Mais par contre, il faut toujours se poser des questions, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous met sous les yeux. Si je me mets à la place d'un insecte et d'un oiseau, qu'est-ce qui se passe ? Et puis des champignons. En fait, là, je vois que j'ai une culture de peupliers avec des céréales, je ne sais pas lesquelles, mais des céréales, probablement du blé. Donc ma strate herbacée, elle est assez pauvre, c'est une culture de blé, bon, c'est normal. En même temps, je pourrais avoir une amélioration de la strate herbacée sous les peupliers. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir de la diversité là-dedans ? Pourquoi on travaille sous les peupliers ? Pourquoi on empêche la végétation spontanée de s'y mettre ? Et puis si je regarde la strate arbustive, les petits arbres, elle est absente, j'en ai pas. Donc je n'ai rien du tout là-dedans, et la strate des grands arbres, je n'ai que le peuplier, qui est là pour faire soit du cajot, soit de la pâte à papier, tout simplement, ou alors peut-être un peu de construction. Donc je n'ai que du peuplier. Je peux espérer que dans le fond, j'ai une zone de diversité. Et en gros, là, la solution permaculturelle, elle consisterait soit
à faire sauter quelques arbres dans les lignes de temps en temps pour y mettre des arbustes spontanés, c'est important que vous vous rendiez compte aussi de ce qui pousse autour de chez vous. Parce qu'en fait, les insectes, et toute la vie, elle est habituée, des fois physiologiquement. Les insectes, ils ont des rostres, ils ont des petites langues, ils ont des petits trucs pour aspirer le nectar. Si c'est des grandes fleurs exotiques que vous mettez, eh ben, les petites guêpes parasitoïdes dont on a besoin dans les jardins, ben, peut-être qu'elles ne pourront pas prendre le nectar. Donc inspirez-vous de ce qu'il y a autour de chez vous. Il faut aller regarder un peu le modèle de la haie locale. Et bien là, ici, les solutions qui consisteraient peut-être à faire soit tomber une rangée d'arbres tous les 30 ou 40 mètres, et puis ne pas produire pour nous, mais d'y mettre une haie de biodiversité avec des noisetiers, des ronces, des aubépines, enfin tout ce qui pousserait spontanément dans le coin, et peut-être y amener quelques essences un peu plus au sud pour préparer le changement climatique, ou d'aller chercher ces graines un peu plus au sud avec des épigénétiques un peu plus adaptées au climat chaud. Ça pourrait être des solutions. Parce que en fait, là-dedans, on pense que c'est bien, et effectivement c'est mieux, mais on n'y est pas encore. Et il ne faut pas s'arrêter dans le mieux, en fait, parce que ça suffira pas. Ça, c'est mieux, mais ça suffira pas. Donc, il faut habituer le regard à ça. En termes de champignons, c'est pareil, hein, on a deux végétaux là-dessus. Hein, on a peuplier et blé, donc ça sert à rien du tout. Mais bon, c'est déjà ça. On a le même problème dans d'autres types de systèmes, un peu, voilà, avec des noyers. On a des pâturages sous des arbres, où c'est pas mal, là c'est des chênes, voilà, on n'a que des chênes, et puis une strate herbacée un peu pauvre. Ici on peut faire du maraîchage avec des arbres, alors là c'est assez intéressant, mais c'est aussi symptomatique de la manière dont on envisage l'aménagement de nos espaces. On ne pense, ici on a des arbres fruitiers et du légume. On a un vieux chêne dans le fond, ce qui est pas mal, mais on a des arbres fruitiers et du légume, c'est que pour nous. Et si vous devez retenir une chose de comment on aménage en permaculture les choses, en tous les cas, moi c'est ma manière de voir, on doit penser à nous, à nos besoins, donc il faut faire de la production, puis dans le système, il faut qu'il y ait des plantes pour la biodiversité, et puis dans le système, il faudra qu'il y ait des plantes pour gérer la fertilité des sols. Ça c'est un tout petit peu plus complexe, que je n'ai pas le temps d'aborder ça aujourd'hui, mais en gros, il va falloir faire pousser des plantes qui font beaucoup de photosynthèse, qu'on va couper et qu'on va remettre au sol pour nourrir le sol. Donc on voit bien que dans des systèmes qui sont pourtant érigés comme des modèles, puisque ça vient du Bec et Loin, qui fait un très bon travail de maraîchage, etc., mais même dans des systèmes érigés comme des modèles, on n'est pas capable de dire « attention, ça c'est fait pour l'homme, c'est bien, mais ça suffira pas, il faut qu'on sorte de cette vision-là. La vision uniquement pour les hommes, alors qu'on pense qu'on fait du bien parce qu'on en rajoute des arbres fruitiers, c'est pas mal, mais ça suffira pas. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense qu'il faut être alerté un peu là-dessus. Et puis on a ça, qui nous vient des États-Unis, quelqu'un qui s'appelle Mark Shepard, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'agriculture régénérative, où là on a, pour la première fois, un modèle de ferme économiquement viable sur 42 hectares, qui pratique selon moi ce qui se rapproche le plus d'un système durable et permanent, donc de la permaculture, où on retrouve en fait là un paysage où on a différents cœurs de biodiversité, on a des connexions partout, parce que si vous vous mettez à la place d'un oiseau par exemple, pour les petits passereaux, pour les petites passereaux, de même que pour les chauves-souris, si vous n'avez pas un arbre ou un bosquet tous les 30-40 mètres, c'est des zones que ces oiseaux-là ne vont pas aller explorer. Parce qu'ils ont peur de se faire bouffer par le rapace qui est au-dessus, le milan ou la buse. Donc il faut des zones, si je me mets à la place d'un oiseau, il faut quelque chose tous les 30-40 mètres, donc une haie ou un bosquet, ou au moins un arbre, un petit arbre avec un arbuste. Les arbres tout seuls, ça n'existe pas trop dans la nature, enfin sous nos latitudes en tous les cas. Et donc là, on retrouve un modèle où on a beaucoup d'arbres, beaucoup de diversité. On voit bien que même la strate herbacée, c'est quelqu'un qui fait de la vache, donc de la viande, des fruits et qui nourrit ses vaches, qui nourrit ses animaux avec ce qu'il produit. Donc c'est arboriculture et élevage, tout en système fermé, 42 hectares, c'est viable économiquement. Et on voit que même la strate herbacée, de loin, elle est plus diversifiée que les photos qu'on voyait. Il y a plusieurs types de cultures, on peut espérer qu'il y ait de la prairie permanente. On voit aussi qu'autour des haies, il y a des zones qui sont laissées un peu certainement sauvages. Donc il faudra s'inspirer de ces modèles-là, où on aura aménagé le paysage, à la fois pour l'homme, à la fois pour la biodiversité,
et donc production, biodiversité et fertilité. Il faudra vraiment se mettre en... Il faudra aménager les paysages comme ça, sinon on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à changer. Et c'est ça un peu le changement de paradigme. Alors, s'il me reste un peu de temps, je vais passer sur deux petits trucs. Si je dois résumer ce que je dois faire pour faire de la permaculture, puisqu'il y a des gens qui, j'entends moi dire des fois, j'ai fait une butte, j'ai mis des fraises dessus, et donc je fais des fraises en permaculture, ou j'ai un jardin en permaculture parce que j'ai fait des buttes. Donc autant vous dire qu'un tas de terre n'a rien à voir avec l'idée de permanence. Parce qu'une butte, c'est un tas de terre, ni plus ni moins. Donc si jamais on vous demande ce que c'est que la permaculture appliquée à la nature et à l'entretien de la terre, bien, c'est une méthode de conception qui vise à faire des systèmes productifs efficaces, tout ça dans le respect de l'environnement. Et donc le premier objectif, c'est l'objectif, en fait les deux premiers sont à peu près équivalents, premier objectif de biodiversité. Les problématiques, il vous faudra donner dans vos jardins et dans vos espaces le gîte et le couvert de la micro à la macrofaune, avec différents moyens, des corridors écologiques, des haies, une gestion de l'enherbement différencié, laisser les herbes monter, faire leurs fleurs, etc. Les zones 5, c'est ce qu'on appelle les zones sauvages, on va dire, les hotspots, avoir des petits tas de pierres, des tas de bois, une diversité d'habitats, tout simplement, des points d'eau et une grande diversité végétale. Et le deuxième point, qui est au moins aussi important, si le premier point, la biodiversité, nous, c'est ce qu'on appelle la fécondité des paysages. On imagine qu'en laissant des zones sauvages et en les connectant entre elles, on va pouvoir profiter de ces capacités naturelles d'évolution et d'adaptation pour que les solutions aux problèmes de demain émergent. Comme je vous ai déjà dit, si on ne laisse pas des zones sauvages et des zones venir à maturité, on a très très peu de chances d'avoir ce qu'il faut pour que demain le paysage soit adapté au climat qui va nous arriver et qui soit productif pour nous. Donc c'est la fécondité des paysages, elle va de pair aussi avec la fertilité des paysages. Donc il y a fécondité où on va mettre en place des choses, un paysage pour que des choses émergent de ce paysage, des choses qui vont nous dépasser, c'est pour ça qu'on parle de fécondité. Et puis il y a la fertilité des sols, le truc simple, entre guillemets, mécanique, chimique, un peu, ça on sait bien comment ça marche quand même. Et donc il va falloir avoir une approche de la gestion de la fertilité le plus durable possible. Et les grandes problématiques ou les enjeux, c'est éviter l'érosion. J'ai des photos qui montrent l'érosion, je ne sais pas si j'ai le temps après, mais je veux bien vous montrer. Éviter les lessivages, avoir des taux de matière organique dans les sols importants et qu'il y ait une bonne minéralisation. Je me doute que peut-être pour certains d'entre vous c'est un peu du charabia, mais c'est des choses sur lesquelles il faudra agir. Les moyens, c'est couvrir le sol en permanence, des cultures sur les courbes de niveau, ce qu'on a vu sur l'image d'avant. D'ailleurs, je ne sais pas si je devais peut-être la remontrer. Ces formes un peu particulières, rondes, là, ça suit les courbes de niveau, et ça nous permet de gérer l'eau de la meilleure manière qui soit. En fait, les courbes de niveau, c'est donc dans un paysage, tous les points à la même altitude sont sur la même courbe de niveau. Okay, et c'est en fait, on peut aussi le définir d'une autre manière, la courbe de niveau, c'est l'endroit où l'eau qui ruisselle arrive à la perpendiculaire de cette ligne. Voilà. Donc en fait, l'eau, c'est là où elle va s'infiltrer. Si nous, on cultive sur les courbes de niveau, on va permettre à l'eau de s'infiltrer de manière équitable. Si on fait par exemple des haies fruitières ou des haies de biodiversité tous les 30 mètres, dans un terrain en pente et que ça suit les courbes de niveau, toutes les eaux de ruissellement, elles vont s'infiltrer de manière équitable tous les 30 mètres sur le terrain. Donc c'est la meilleure manière de gérer les eaux, éviter l'érosion aussi. Si vous cultivez comme les vignes, où il y a pas mal de champs, à cause de la mécanisation, on a cultivé dans le sens de la pente. Mais quand il pleut, il n'y a rien pour freiner la pluie, et donc ça s'en va, ça crée de l'érosion. Voilà, il faudra faire des terrassements, surtout arrêter l'eau. L'eau, c'est la vie quand elle est bien maîtrisée. Donc un principe en permaculture, c'est que l'eau doit circuler le plus doucement possible. Si ça circule rapidement chez vous, ça va créer des problèmes d'érosion d'érosion ou d'inondation après. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup des inondations. Dans certains endroits, il ne pleut pas beaucoup plus que d'habitude. Hein. C'est juste que les sols n'ont plus la capacité d'absorber ce qui tombe. Un sol forestier, ça peut absorber 150 litres d'eau par heure et par mètre carré. Puis un sol de merde, excusez-moi de l'expression, mais c'est la réalité. Dans la Beauce, par exemple, c'est 1 litre d'eau par heure et par mètre carré.
Donc tout ce surplus d'eau, quand on a des orages qui font 20, 30, 40, 50 mm, c'est-à-dire 40 litres par mètre carré, toute cette eau-là, elle dégueule quelque part, et puis selon la topographie, ça peut créer des inondations plus bas, quoi. Donc les inondations, c'est directement lié à la qualité des sols et à leur capacité à infiltrer. Ça, c'est les principes de la permaculture, je passe dessus, parce que c'est exactement tout ce que vous pourrez trouver sur Internet de manière très simple. Donc tous ces petits trucs-là. Alors, juste pour résumer bien, j'espère que je vous ai dressé un petit éventail un peu large de ce que c'est que la permaculture, mais en fait, si vous commencez souvent, moi, l'erreur que je vois régulièrement, c'est que les gens veulent faire de la permaculture, puis ils commencent par des choses qui ne sont que des épiphénomènes dans la permaculture, qui n'ont pas de rapport avec la permanence des systèmes. Si vous commencez à me faire une serre poulailler, si vous me faites des buts, si vous me faites le tracteur à poules, toutes ces innovations ou ces petites techniques, ouais, voilà, vous irez regarder ce que c'est pour ceux qui froncent les sourcils. Si vous commencez à faire toutes ces petites techniques, ou même des jardins-forêts, si vous faites toutes ces petites techniques-là, mais que vous en oubliez l'essentiel qui est de créer ce maillage de biodiversité, ça ne sert à rien. Et donc les gens sont souvent dans le petit détail, alors que la réalité, c'est qu'il faut faire des choses beaucoup plus fondamentales, beaucoup plus bêtes un peu plus bêtes et méchantes. Mais tant qu'on ne fait pas ça, et l'idée de la permaculture, c'est d'intégrer l'activité humaine, quelle qu'elle soit, à l'intérieur d'un maillage de biodiversité dans un écosystème qui fonctionne et qui sera capable de continuer à exercer son pouvoir d'évolution. Aujourd'hui, on coupe l'écosystème de sa capacité évolutive, puisqu'on ne le laisse plus exister, on ne le laisse plus maturer. Et je finirai sur les vieux arbres. Remettre au centre de nos aménagements, remettre en connexion les vieux arbres, ça va être quelque chose, c'est un peu symbolique, mais pas que. Si un vieil arbre dans le paysage, il est là depuis 100, 200, 300, 500 ans, on a des arbres en France qui ont quasiment 2000 ans, pour certains oliviers, on a des châtaigniers qui ont 1000 ans en Corse, 1200 ans à côté de Nantes, etc. On a des arbres qui sont là depuis très longtemps. Et si ces vieux arbres sont encore présents, c'est qu'ils ont su survivre à toutes les attaques de parasites, de champignons, les petites chenilles, etc., en développant des réponses, souvent biochimiques. Hein. Ils vont créer des phénols, des polyphénols, des substances qui rendent les feuilles amères, etc., ou qui vont épaissir les membranes cellulaires. Ils ont tout un tas de petites techniques. Et ces vieux arbres, s'ils sont encore là, c'est qu'ils ont réussi à survivre à tout, aux sécheresses, aux attaques, et qu'ils savent comment faire. Et en fait, ce savoir-là, entre guillemets, on ne va pas trop anthropomorphiser les arbres, mais ce savoir-là, il reste disponible en mémoire. Comme nous, quand on a quand on est face à, ou quand on se fait vacciner, ou quand on a une maladie, on a une réponse immunitaire adaptée qui va rester en mémoire. La prochaine fois qu'on a qu'on se reconfronte à cette maladie, on sait quels anticorps il faut produire, etc. Eh bien, ces vieux arbres-là, ils ont la capacité à stocker cette information. Et s'ils sont connectés par des réseaux de champignons mycorhiziens d'un certain type, qu'on appelle des endomycorhizes, des mycorhizes qui vivent avec des plantes de la famille des rosacées, donc tous nos arbres fruitiers, nos framboises, nos ronces, etc., mais aussi d'autres types d'arbres, noisetiers, sureaux, tous les arbres de la haie, en fait. Tous nos vieux arbres du cœur de la forêt, quand ils sont en lien avec des arbres de la haie, donc des arbres pionniers, ils arrivent à communiquer, parce que les champignons qui vivent avec les arbres de la haie, les endomycorhizes, elles vont aller à l'intérieur des racines, elles vont aller à l'intérieur de la cellule et elles vont avoir accès à ces informations sous forme d'ARN. Donc on parle beaucoup de vaccins ARN en ce moment. Dans la nature, en fait, il existe déjà ce genre de mécanisme. Et ça a accès à des ARN, donc des messagers de l'ADN. Ça a accès à des protéines qu'on appelle les protéines MYC, et qui forment ce qu'on appelle un proto-langage, qui est capable de dire un, deux, beaucoup, dangereux, pas dangereux, fort, pas fort, etc. Et si ces vieux arbres sont encore là avec tout ça en mémoire, mais qui ne sont pas connectés au reste de l'écosystème, en fait, cette mémoire-là, elle ne se diffuse pas. Donc c'est pour ça aussi que dans nos aménagements, on va faire des centres de biodiversité, des cœurs de biodiversité, mais on va aussi reconnecter les vieux arbres avec le reste du paysage pour que ça puisse exercer son juste rôle. Et c'est assez flagrant de voir que dans les forêts, des souches de vieux arbres sont maintenues en vie par le reste de l'écosystème, en leur donnant des sucres. Les plantes échangent des informations via les champignons, mais aussi des sucres directement. Donc voilà, reprendre un peu conscience de ça.
de l'importance des vieux arbres, de l'importance des insectes, de l'importance des oiseaux, des champignons, et que quand on insère notre activité là-dedans, il y a beaucoup de choses, notamment au niveau agricole, qui vont se dérouler 1000 fois mieux. En fait, dès qu'on relance et qu'on se remet dans le cycle de la vie, ça enchaîne bien. Mais là, on est tout à l'inverse, en fait. On a vraiment fait absolument tout l'inverse. Donc voilà, c'est un peu ça, moi, mon idée de la permaculture. C'est ce que j'essaye de faire chez pas mal de gens, avec différents types d'aménagements. Si ça vous intéresse, je veux bien vous laisser mon mail. Si vous voulez que je vous envoie des exemples de design que j'ai fait, parce que je n'ai pas trop prévu de projeter ici, je vous envoie avec plaisir. Et voilà, je suis à votre disposition pour des questions, si ça vous dit. Voilà. Vas-y. Est-ce que c'est possible de venir cloner du mycélium pour greffer des champignons un peu partout C'est une excellente idée. Donc on ne va pas cloner le mycélium. Le mycélium, c'est un peu comme une branche de l'arbre, si tu veux. Donc lui, dès que tu vas le couper, alors peut-être il y en a qui se redispatchent, mais je ne crois pas. L'idée, par contre, c'est d'aller vers ces vieux arbres-là, où des arbres dans des endroits non perturbés, on va aller récupérer au pied un peu d'humus, un peu de terre au pied de ces vieux arbres, qui va contenir supposément, je dis supposément parce qu'il faudrait quand même vérifier, mais une grande diversité de micro-organismes et de champignons, parce qu'il faut imaginer qu'il y a des champignons qui colonisent le milieu très vite. C'est pour ça que même dans des terrains comme dans des sols agricoles bien amochés, on a encore des champignons. Et puis il y en a qui colonisent le milieu lentement, il leur faut des années. Donc si on a un arbre qui est là depuis 500 ans, normalement on a des chances d'avoir une très grande diversité de champignons, et donc on peut venir prélever ça et fabriquer ce qu'on appelle un inoculum, c'est-à-dire élever quelque part ces micro-organismes en leur donnant un peu de sucre rapide, type du jus de fruits, de la mélasse, de l'eau sucrée, du vin, quelque chose de sucré rapide, un peu de farine ou du son pour des sucres lents. On mélange tout ça et on peut les cultiver comme ça, et par la suite on peut venir ensemencer nos potagers, nos prairies, nos espaces agricoles. Et puis quand on plante des arbres, des fois on fait des pralins, on va tremper les racines des arbres dans de l'argile. Alors traditionnellement on fait ça avec de la bouse. On prend de l'argile, de la bouse, de la terre, on fait une patouille type pâte à crêpes, puis avant de planter l'arbre, on trempe les racines dedans. En gros, on met en contact les racines du jeune arbre qu'on va planter avec tout un tas de micro-organismes. Et donc si dans mon pralin, c'est ça, la pâte à crêpes s'appelle le pralin, si dans mon pralin je mets cet inoculum de vieux arbres, eh ben je mets en contact ce jeune arbre avec tout un tas de champignons qu'il n'aurait pas l'occasion de rencontrer dans le sol dans lequel je vais le planter. Donc c'est une bonne idée, c'est pas exactement avec le mycélium, mais avec les spores qu'on va faire ça. Ouais. Moi je voulais savoir, quand on parlait des vieux arbres, si c'était possible en fait de bouturer ces vieux arbres pour que leurs connaissances en fait, on puisse les intégrer dans un endroit où du coup il n'y a plus de vieux arbres. C'est une bonne question. Il faudrait voir déjà quels arbres se bouturent correctement ou pas. J'ai pas la réponse à coup sûr. A priori, ça me semble pas déconnant. Je vais y penser. C'est une bonne idée. Mais en tout cas, ce qu'on cherche avec les vieux arbres, c'est effectivement leur connaissance et le microbiote associé. Donc il ne faudra pas oublier de toute façon de prendre le microbiote qui vient avec. Mais ouais, c'est une bonne idée. Parce que du coup, le vieux arbre sans son microbiote, ça n'a pas d'intérêt en fait, c'est ça ? Alors si, puisqu'il y a quand même des réponses immunitaires qui sont stockées dans l'ADN des cellules, donc ça oui. Après, le microbiote, c'est ce qui permet de connecter et pas que, parce que le microbiote a plein le savoir de cet arbre, du coup... De le partager et puis de nourrir bien les plantes, etc. Le microbiote, c'est comme pour nous, hein, ça joue à tout un tas de rôles qu'on est en train de découvrir. Ah. Merci Charles, comme toujours, pour ta conférence passionnée. Si vous êtes intéressé au mycorrhiza, est-ce que toi tu connais Merlin Sheldrake? Comment tu dis? Merlin Sheldrake. Sheldrake? Oui, c'est le fils de Rupert Sheldrake. Ok, non, je ne connais pas. C'est hyper intéressant, il faut faire un petit peu de recherche sur Internet, ça s'écrit avec S-H-E-L-D-R-A-K-E. C'est un scientiste, il a fait des recherches
étonnant sur les mycorrhizas. Alors, et c'est très très agréable à lire, il sait raconter des choses vraiment très très intéressantes. Il y a une liste avec tous les chercheurs sur les mycorrhizas de 30 pages, il y a tout dedans. Excellent. Ouais, c'est vraiment, et c'est un plaisir à lire, c'est pas trop sec, pas juste la science. Très bien, merci. Mais dans le même style sympathique à lire et ou à écouter, vous pouvez lire Marc-André Sellos qui a écrit sur les microbiotes en général, assez passionnant. Vous pouvez retrouver aussi Marc-André Sellos, Hervé Covès avec qui je travaille beaucoup, et puis d'autres sur la chaîne Vers de Terre Production, où il y a pas mal de conférences sur ce genre de sujet, en tous les cas. Voilà, ça vous intéresse aussi, c'est pas mal. Ouais. Sinon, il y a aussi beaucoup de livres très intéressants au bouquiniste qui est à côté de la cathédrale, et il sait nous renseigner en fonction de ce qu'on cherche. Génial. Et du coup, pour revenir sur les champignons et sur les boutures, ouais. J'ai entendu dire que si quand on met une bouture dans l'eau au début, si dedans on met de la poudre de ronce, ça facilite l'apparition de radicelles. Est-ce que ça a à voir avec les... Alors ça doit être... Alors la poudre de ronce, je ne savais pas ça, mais on fait ça avec le saule par exemple. On met de l'eau de saule, donc on prend du saule qui contient beaucoup d'auxine, donc c'est les hormones de bouturage, ce qui va stimuler la croissance racinaire. Et peut-être ça marche avec la ronce. Écoute, je ne savais pas. C'est possible, la ronce, tu sais, quand elle tombe par terre, elle refait des racines. On appelle ça une marcotte, comme les fraises, tu vois. Et donc elles doivent être assez... elles sont faciles à bouturer. Donc elles doivent contenir des auxines, ouais, effectivement. Je ne savais pas avec la ronce, mais avec le saule, ça marche bien. Mais ça n'a pas de rapport avec les champignons, ça. C'est des stimulateurs d'hormones, en fait. Enfin, ouais, c'est ça. Donc ça n'a pas de rapport avec les champignons. Est-ce que c'est plus difficile de recréer toute cette biodiversité-là dans un milieu urbain ? Si on a une maison avec un jardin en ville, ça va être beaucoup plus compliqué, même si on fait notre petite mare, tout notre... Si, c'est toujours plus compliqué. Pourquoi ? Parce que, moi je commence par là quand on fait un design chez des gens, on dézoome, on regarde dans le grand paysage où est-ce qu'on est. Par exemple ici, moi je suis arrivé là, je connais pas trop Limoges, j'y vais de temps en temps pour des raisons professionnelles plutôt, mais je connais pas bien. Mais par exemple, si on fait un projet de permaculture ici, le premier truc qu'on fait, c'est on dézoome et on regarde. Est-ce qu'on est connecté d'une manière ou d'une autre à un cœur de biodiversité? Si oui, de quel côté ça arrive? Parce que si je veux mettre en place quelque chose d'efficace, j'ai plutôt intérêt de commencer par l'endroit où c'est déjà connecté. Donc il faut dézoomer. Effectivement, en ville, ce sera plus difficile. Par contre, tu seras toujours étonné à la vitesse à laquelle une mare se remplit de grenouilles, de crapauds, des fois de salamandres, de tritons, si tu as quand même des zones un peu forestières ou quoi. Et tu seras quand même étonné, la vie est très très puissante et elle finit par coloniser. Mais ce sera plus difficile. Et tout ça vraiment sans rien faire, la mare se remplit toute seule. Ah non, mais ça, là, il faut faire une petite étude, savoir si elle peut se remplir, la mare. Si tu veux, là, ici, malheureusement, j'imagine qu'à Limoges, vous êtes sur des sols sablonneux, schistes, en dessous granit, qui retiennent pas trop l'eau, c'est-à-dire pas trop d'argile. Et donc, pour faire une mare, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut soit de l'argile, soit une bâche, soit une maçonnerie. Donc, voilà. Donc, là, malheureusement, les mares, ça se fait pas comme ça. Il faut regarder un peu le terrain, quoi. Mais en tous les cas, il y a aussi se rendre compte du rôle qu'on peut avoir si vous êtes au milieu, vous avez un peu de terrain et que vous êtes au milieu d'un désert de vie, en fait, c'est peut-être vous qui allez devenir le cœur de biodiversité, c'est peut-être votre endroit, en fait, quoi. Et après, ce que j'aime bien avec cette manière de regarder le paysage, c'est qu'une fois que tu fais ça chez toi, et par exemple, tu vois ton voisin à 2-3 maisons qui a un vieil arbre dans son jardin, etc. Mais lui, il n'en est même pas conscient. Alors quand je dis un vieil arbre, on va prendre le plus vieil arbre du coin. Et s'il a 50 ans, il a 50 ans. On ne peut pas inventer. S'il a 200 ans, c'est encore mieux. Et peut-être c'est une occasion d'aller voir le voisin et de lui dire, d'aller voir les deux voisins qu'il y a entre chez toi et le vieil arbre. Et de leur expliquer le rôle du vieil arbre, d'expliquer comment on peut connecter, en fait, quel rôle il pourrait jouer et qu'il ne joue plus puisque personne n'en a conscience. Et donc ça peut aussi remettre un peu le lien. Je sais que c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais ça peut aussi remettre du lien parce que la vie, elle ne s'arrête pas aux frontières de nos parcelles ou à nos limites cadastrales. Ça, c'est compliqué, mais donc on dézoomer d'abord et regarder si on est connecté. Si on va jouer un rôle dans le paysage, des fois on peut jouer rôle de connecteur vraiment, quoi. Donc c'est intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Bien, s'il y en a qui ont du temps après pour discuter, moi j'ai un petit peu de temps aussi. Et puis maintenant qu'on peut... non, il n'y a pas de bar d'ouvert, de terrasse, tout ça, je sais pas. En tous les cas, je vous remercie pour l'attention. Et puis bonne continuation à vous toutes et tous. Juste peut-être un mot pour vous remercier encore. Et pour rappeler donc à nos étudiants que si on peut faire des connexions aussi avec la conférence qu'on a écoutée ce matin, si cela est possible, c'est effectivement la possibilité de tourner notre regard, comme on a eu la possibilité de le faire aujourd'hui avec cette explication sur la permaculture, sur la nécessité peut-être pour nous en tant qu'artistes, en tant qu'opérateurs dans le domaine de la culture, de réapprendre une connexion avec les vivants et peut-être pour vous tourner votre regard pour ne plus faire œuvre, ne plus avoir cette ambition de la modernité à être dans quelque chose d'immobile et dans cette connexion avec le vivant, réapprendre aussi à être partie d'un lieu et à faire lieu avec votre œuvre. Merci. Et juste, je voudrais ajouter qu'effectivement, vous, en tant qu'artiste ou futur artiste, ou je ne sais pas, en tout cas avec cette sensibilité artistique, avec le rôle de l'artiste d'apporter un nouveau regard sur la société ou un regard engagé sur la société, en ayant ces petites choses-là en tête, peut-être que votre rôle dans la permaculture en tant qu'artiste, c'est aussi de diffuser ce message ou de prendre position, d'aller étudier les choses. Et la permaculture n'est pas une science. En fait, la permaculture se nourrit des autres sciences et du savoir. Voilà, donc bonne vie d'artiste alors.